Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle de la décroissance radioactive. Cette leçon concerne le programme de la deuxième année bac, Sciences Biof, la partie des transformations nucléaires, la décroissance radioactive. Premièrement, quels sont les objectifs de cette leçon? Le premier objectif, on parle de la stabilité et l'instabilité des noyaux. Le deuxième objectif, on parle des transformations nucléaires. Le troisième, quelle est la loi de décroissance radioactive? Et dernièrement, on parle de la datation par la radioactivité. Premier paragraphe, la stabilité et l'instabilité des noyaux. La structure d'un noyau. On parle dans ce paragraphe, on parle de la structure d'un noyau, ou bien quels sont les constituants d'un noyau, ou bien quelles sont des compositions d'un noyau. Donc le noyau est formé des nucléons, qui sont des neutrons et des protons. Et encore, le symbole d'un noyau s'écrit XAZ, avec X représente le symbole chimique de l'élément auquel l'atome appartient. C'est-à-dire, on parle par exemple de H, le symbole H désigne l'atome d'hydrogène. Le symbole HE désigne l'atome d'hélium, le carbone C, l'oxygène O, l'azote N, etc. Donc X représente le symbole chimique de l'élément auquel l'atome appartient. Z représente le numéro atomique ou bien le nombre de protons. Elle s'appelle aussi le nombre de la charge. Donc c'est le numéro atomique Z ou bien c'est le nombre de protons. A représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc A égale Z plus N, avec N représente le nombre de neutrons. Donc ça, ce sont des constituants d'un atome. Il faut déterminer quel est le nombre de nucléons, quel est le nombre de protons et quel est le nombre de neutrons d'un noyau quelconque. Exemple, si on prend cet exemple de l'étain SN12250, ce noyau est constitué de 122 nucléons. Donc A, qui représente le nombre de nucléons, donc l'étain SN est constitué de 122 nucléons. Et encore, Z égale à 50, donc 50 protons. Et la différence N égale à 1 moins Z, donc 122 moins 50 qui égale à 72 neutrons. Donc l'étain 122 est composé de 72 neutrons et 50 protons et la somme qui égale à 122 nucléons. Les nucléides. C'est quoi un nucléide? Le nucléide est un noyau défini par le numéro atomique Z et par le nombre de masse A. Exemple, l'étain, c'est SN 12250, c'est le nucléide de l'étain 122. Donc lorsqu'on parle de l'étain, donc l'étain contient un nombre quelconque de noyaux, ou bien un nombre quelconque de nucléides. Lorsqu'on définit le nombre A et le nombre Z, surtout le nombre A, on appelle ce noyau un nucléide. Donc ça, c'est le nucléide de l'étain 122. Même chose, C12,6, c'est le nucléide de carbone 12. Le carbone 14, et ça, c'est le nucléide de carbone 14. Donc, on observe que le carbone, donc ça, c'est le noyau de carbone, soit le carbone 12, soit le carbone 14. Mais lorsqu'on définit le nombre A, donc on dit ça c'est le nucléide de carbone 12 et ça c'est le nucléide de carbone 14. Donc ça c'est le nucléide. Quels sont les isotopes? Les isotopes sont les différents atomes qui appartiennent à un même élément chimique. Donc ça, il faut que
les isotopes sont des atomes qui appartiennent à un même élément chimique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ils ont des propriétés chimiques identiques. Ils ont le même numéro atomique Z, donc le même nombre de protons. Donc, ils ont le même Z, ou bien même nombre de protons, mais ils ont des nombres de masse A différents, ou bien encore le nombre de neutrons différents. Donc, ça, ce sont des isotopes. Donc, on parle d'un nombre quelconque des atomes qui sont des isotopes. Ils ont même Z, mais A et N différents. Exemple, les isotopes de l'iode. Donc, l'iode 123, le nucléide de l'iode 123 et 53 qui est 53 protons est un isotope de l'iode 124 53, l'iode 125 53, l'iode 129 etc. Donc, on observe que ces nucléides ont même nombre atomique ou bien numéro atomique Z, c'est-à-dire même nombre de protons, mais ils ont le nombre de masse A ou bien le nombre de nucléons différents de l'un à l'autre. Donc 123, 124, 125. Si on fait la différence entre 123 et 53, c'est-à-dire on parle de nombre de neutrons, par exemple pour ce cas qui est égal à 70, dans ce cas 71, 72, etc. Donc, ils ont de nombre de neutrons encore différents. Deuxième exemple, les isotopes du carbone. Donc, le carbone possède 3 isotopes, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Mais ces isotopes existent dans la nature avec des pourcentages différents qu'on appelle l'abondance naturelle. Donc, si par exemple on prend les isotopes de carbone, le plus stable est le carbone 12, donc il existe dans la nature à presque de 99%. Le carbone 13 est presque de 1% et le carbone 14 est très rare, c'est-à-dire il existe des traces de carbone 14. Pourquoi? Parce que le carbone 14 est radioactif, c'est-à-dire il se transforme d'une façon spontanée comme on va voir dans les paragraphes prochains. La densité de la matière nucléaire. La masse volumique d'un noyau sécrète. Rho égale à 3m sur 4p R03 puissance 3. Cette relation, bien cette expression issue de la première relation de la masse volumique qui est égale à rho égale à la masse sur le volume. On considère le noyau comme une sphère. Donc, le volume du sphère égale à 4 tiers PR3. On va trouver cette relation qui est égale à rho 3m sur 4p R0 puissance 3. Avec R0 égale à 1,2 10-15 mètres ou bien 1,2 femtomètres c'est le rayon de l'atome d'hydrogène. Donc, si on remplace R0 par sa valeur et pour l'atome d'hydrogène, l'atome d'hydrogène qui a une masse M égale à 1,67 10-27, si on remplace M par sa valeur et R0 par sa valeur, on trouve que la masse volumique ρ égale à 2 10 puissance 8 tonnes par centimètre cube. Ça veut dire quoi? Si on prend un cube de 1 centimètre cube de volume, ce cube-là peut contenir une masse égale à 2 10 puissance 8 tonnes. C'est-à-dire, c'est une masse très très grande et pour cela, on dit que la matière nucléaire est très dense ou bien est très énorme. La radioactivité. La radioactivité est une transformation naturelle, spontanée, imprévue au cours du temps dont un noyau instable radioactif se désintègre et se transforme à un autre plus stable ou à l'état d'excité. Donc ça, c'est la définition de la radioactivité.
C'est une transformation naturelle, donc on parle d'un genre de transformations nucléaires qui sont des transformations spontanées. On va voir encore qu'il y a d'autres types de radioactivité. Donc on parle dans ce paragraphe, on parle seulement des transformations naturelles spontanées. Donc c'est une transformation naturelle spontanée. Spontanée, c'est-à-dire elle se déroule sans intervention des facteurs extérieurs, imprévus au cours du temps, c'est-à-dire elle se déroule d'une façon spontanée et inattendue, donc elle est inattendue au cours du temps, dans un noyau instable. Donc ça c'est la condition, il faut que le noyau qui se désintègre, il faut qu'il doit être instable, c'est-à-dire il doit être radioactif, se désintègre. Donc lorsque ce noyau-là est radioactif ou bien instable, il se désintègre d'une façon spontanée automatiquement et se transforme à un autre plus stable. Donc il se transforme à un autre noyau qui doit être plus stable que le premier, ou bien à un autre qui est plus stable mais existe à l'état d'excité. Donc on va expliquer chaque cas dans les paragraphes prochains encore, Inch'Allah. Le diagramme NZ, ou bien le diagramme Segri. Donc le diagramme NZ, donc on représente dans ce diagramme les noyaux, ou bien les nucléides de Z et N. Donc chaque nucléide est représenté dans ce diagramme par un carré. Donc chaque carré représente un noyau ou bien un nucléide jusqu'à la représentation de tous les noyaux. Donc on obtient cette allure. Cette allure nous donne qu'il existe 3 types ou bien 4 types de noyaux. Les noyaux stables, donc qui sont représentés par des carrés ou bien des carreaux rouges, donc qui sont dans cette zone qui est appelée la zone de stabilité. Il existe encore d'autres types, ceux qui sont des noyaux émetteurs β-, ce sont des noyaux qui existent au-dessus de la zone de stabilité. Des noyaux émetteurs β- existent en bas de la zone de stabilité. Et le quatrième exemple, ou bien quatrième type de noyau, ce sont des noyaux émetteurs alpha. Ce sont des noyaux en vert. Donc on va définir chaque type. Le diagramme de stabilité montre la présence de 3 types de désintégration spontanée. La désintégration β-, ce sont des noyaux au-dessus de la zone de stabilité, c'est-à-dire en haut de la zone de stabilité. Ils ont un excès de neutrons. Donc, ces noyaux se caractérisent par l'existence d'un excès de neutrons. Donc, ils ont un excès de neutrons. Et pour qu'elle doit être stable, ils se désintègrent avec l'émission d'un électron E0-1, selon le mécanisme suivant. Donc, les neutrons qui sont en excès se transforment en protons avec émission des électrons E0-1. Donc ça, c'est le mécanisme de la désintégration β-. La désintégration β+, les noyaux au-dessous de la zone de stabilité, c'est-à-dire en bas de la zone de stabilité, ont un excès de protons. Donc, ils ont un excès de protons en comparant avec des noyaux stables. Donc, ils ont un excès de protons. Donc, pour que ces noyaux doivent être stables ou bien se transforment en autre noyau stable, ils se désintègrent avec l'émission des positrons E0+1. Donc, ça, c'est le positron selon le mécanisme. Donc, puisque ces noyaux ont un excès de protons, donc les protons qui sont en excès se transforment en neutrons avec l'émission des positrons E0+1. La désintégration alpha. Ce sont des noyaux lourds, c'est-à-dire ils ont A et Z très grands. A supérieur à 185 et Z supérieur à
85, presque, se désintègre avec émission d'un noyau d'hélium. Donc, ces noyaux qui sont des noyaux lourds se désintègrent avec l'émission de l'hélium qui appelle encore la particule alpha. Les transformations nucléaires. La loi, donc, avant de parler de la transformation, ou bien des transformations nucléaires alpha, bêta moins, bêta plus et l'autre qu'on va voir encore, il faut d'abord parler de la conservation de sodé. C'est quoi la conservation de sodé? Si on considère cette transformation nucléaire d'équation de désintégration x1 z1 plus x2 a2 z2 donne x3 a3 z3 plus x4 a4 z4. Donc cette transformation se déroule avec la conservation de nombre total de nucléons. Donc le nombre total de nucléons se conserve. Donc ça c'est la loi de conservation ou bien la loi de Sodé. Le nombre total de nucléons se conserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de nucléons de la première qui est égal à 1 plus le nombre de nucléons du deuxième noyau A2, donc le nombre de nucléons des réactifs égale le nombre de nucléons du produit. A1 plus A2 égale à A3 plus A4. Donc ça c'est la conservation de nombre de masses ou bien la conservation de nombre de nucléons. Même chose, le nombre de la charge se conserve. Le nombre de la charge ou bien le numéro atomique Z ou bien le nombre de protons. Donc Z1 plus Z2, donc le nombre de la charge des réactifs égale le nombre de la charge des produits Z3 plus Z4. La désintégration, donc commençons par la désintégration alpha. Un noyau pair qui doit être radioactif se désintègre et se transforme à un autre noyau fils Ya-4Z-2 plus stable avec émission du noyau d'hélium He42 ou bien la particule alpha. L'équation de la désintégration alpha, donc XAZ, donc un noyau pair ou bien un noyau initial pair XAZ qui doit être radioactif se désintègre pour donner un autre noyau fils Y avec l'émission de l'hélium He42. La loi de conservation ne donne que A-4 plus 4, donc A-4 plus 4 égale à A, Z-2 plus 2 égale à Z. Donc il faut que la loi de Sodé se réalise, s'effectue pour que la désintégration, pour que l'équation doit être correcte. Même chose, donc on prend les exemples. L'uranium 238 92 dans le thorium 234 90 avec l'émission de l'hélium 42. Donc 234 plus 4 égale à 238, 90 plus 2 égale à 92. Deuxième exemple, le radium 226 88 dans le radon 222 86 plus l'hélium 42. Le diagramme NZ pour la désintégration alpha. Donc, la première, donc le noyau pair XAZ qui a Z protons et N neutrons se transforme à un autre noyau qui a Z-2 protons. Donc, puisque le nombre de nucléons est diminué par 4 pour cette transformation alpha, ou bien pour cette désintégration alpha, le nombre de nucléons diminue par 4. 2 protons, donc il doit encore que le nombre de neutrons va diminuer par 2. Donc N-2 pour avoir un autre noyau fils Ya-4Z-2. Et donc ça c'est la désintégration, ou bien c'est le diagramme NZ pour cette désintégration alpha. La désintégration bêta plus un noyau pair XAZ qui doit être radioactif se désintègre et se transforme à un autre noyau fils YAZ-1 plus stable que le premier avec l'émission de positrons au 0 plus 1. L'équation de désintégration XAZ donne YAZ-1 plus le positron au 0 plus 1. Donc même chose, la loi de Sodé va être s'effectue.
Z moins 1 plus 1 égale à Z. A plus 0 égale à A. Exemple, l'azote 13,7 se transforme en carbone 13,6 plus E0 plus 1. Donc 13 plus 0 égale à 13, 6 plus 1 égale à 7. Même chose, le fluor 18,9 donne l'oxygène 18,8 plus O0 plus 1. Donc 8 plus 1 égale à 9, 18 plus 0 égale à 18. Le diagramme NZ, le noyau paire X à Z qui a Z protons et N neutrons se transforme à un autre noyau qui a Z-1 protons. Donc puisque le nombre de nucléons reste le même, donc c'est invariable, dans ce cas, puisque le nombre de neutrons, de protons est diminué par 1, le nombre de protons doit être augmenté par 1 pour que la somme des deux égale à A. Donc Z-1 plus N plus 1 égale à Z plus N qui est A. Donc pour avoir l'autre noyau qui est YAZ-1. La troisième désintégration, la désintégration bêta-. Un noyau pire X à Z, radioactif, se désintègre et se transforme à un autre noyau fils YAZ plus 1, plus stable que le premier toujours, avec émission d'un électron O0 moins 1. L'équation de la désintégration, X à Z, donc le noyau pair, se désintègre et se transforme à un autre noyau YAZ plus 1 avec l'émission de l'électron O0 moins 1. La loi de conservation, ou bien la loi de Sodé, encore se réalise A plus 0 égale à A, Z plus 1 moins 1 égale à Z. Exemple, le cobalt 60-27 dans le nickel 60-28 avec l'émission de E0 moins 1. Donc 60 plus 0 égale à 60, 28 moins 1 égale à 27. Le carbone 14 dans l'azote 14 plus l'émission de l'électron O0 moins 1. Le même chose, le diagramme NZ, donc le noyau X à Z qui a Z protons et N neutrons, se transforme à un autre noyau mais de Z plus 1 proton, puisque encore le nombre de nucléons ne change pas et il y a une augmentation du nombre de protons, c'est-à-dire on va voir une diminution du nombre de neutrons pour que A reste inchangeable. Et donc ça c'est le diagramme NZ pour la désintégration bêta-. Et la dernière est la désintégration gamma. Donc la dernière des transformations spontanées naturelles. La désintégration gamma, c'est une désintégration qui est souvent produite en même temps que d'autres formes de radiation, c'est-à-dire elle se transforme en même temps avec alpha, ou bien avec bêta plus, ou bien avec bêta moins. Le noyau fils se retrouve souvent dans un état excité. Donc ça c'est la différence. Donc une désintégration, par exemple alpha, le noyau pair se transforme en un autre noyau qui est fils, mais ce noyau fils existe dans un état d'excité. L'état d'excité, c'est-à-dire il a un excès d'énergie. Cet excès d'énergie se transforme avec l'émission d'un rayonnement qui s'appelle le rayonnement gamma ou bien le photon. L'équation de la désintégration, donc le noyau fils YAZ étoile, donc cette étoile, c'est-à-dire l'état d'excité, se transforme à la même ou bien au même noyau qui est YAZ de même A et de même Z, mais on enlève cette étoile, c'est-à-dire cette étoile et le rayonnement gamma. Exemple, le césium 137 se désintègre avec émission de radiation bêta- et gamma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le césium 137-55 se transforme premièrement en barium 137-56 avec l'émission de E0-1, c'est-à-dire la radiation bêta-. Donc 56-1 égale à 57, 137 plus 0 égale à 137. Mais le barium, dans ce cas, existe dans un état d'excité.
Donc, cet état d'excité, ou bien le baryum en état d'excité se transforme à un autre baryum, mais dans l'état fondamental par émission de la radiation gamma. Donc, la radiation gamma est toujours souvent se déroule en même temps avec l'un des transformations, soit alpha, soit bêta moins, soit bêta plus encore. Remarque, il existe deux autres types de transformations nucléaires provoquées. Donc, on a, d'après ce que les paragraphes précédents, on a parlé des transformations nucléaires spontanées, c'est-à-dire des transformations qui se déroulent d'une façon automatique, sans intervention des facteurs extérieurs. Mais il y a d'autres types de transformations qui sont provoquées ou bien induites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces transformations nucléaires ne se déroulent que dans le cas de l'intervention des facteurs extérieurs. La fusion nucléaire, c'est une transformation nucléaire au corps de laquelle deux noyaux légers, donc deux noyaux légers, c'est-à-dire ils ont A et Z très petits, s'unissent. Donc ils s'unissent pour former un noyau de taille plus importante. Donc deux noyaux s'unissent pour donner un autre noyau, mais de taille plus importante. Exemple, l'hydrogène de 1 plus l'hydrogène 3,1, les deux s'unissent ou bien s'associent pour donner l'hélium 4,2 avec l'émission d'un neutron. Ce type de transformation se déroule par l'intervention de la température. Il se déroule dans une température très très élevée. La fission nucléaire, l'inshitar nawawi, c'est une transformation nucléaire au corps de laquelle un noyau forme plusieurs, au moins deux, noyaux comportant moins de nucléons que lui. Donc ça, c'est l'inverse du premier. La transformation nucléaire au bout de laquelle un seul noyau, mais ce noyau doit être lourd, c'est-à-dire il a grand A, le nombre de nucléons et le nombre de protons Z doit être plus grand. Donc ce noyau se désintègre pour donner deux autres noyaux qui sont légers par rapport au premier. Exemple, Pu 239 avec 94 protons, dans Te 135, 52 protons, plus Mo, le molybdène 102, 42, avec l'émission de 3 neutrons. Mais ce type de noyau, de transformation nucléaire ne se déroule jamais si il n'existe pas le neutron. Donc, il doit être bien l'existence du neutron. Donc, on bombarde le Pu par exemple par un neutron pour donner le Te et le molybdène. Ça c'est un exemple des transformations ou bien de la fission nucléaire. La famille radioactive. Une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau, le noyau père, par une suite de désintégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. Il n'y a que 4 familles radioactives. La famille radioactive de l'uranium 235, ou bien de l'uranium 238, ou bien de thorium 232, ou bien de neptunium 237. C'est quoi la famille radioactive? Par exemple, si on prend l'uranium 238, donc ce noyau est un noyau radioactif. Il se désintègre par émission, par exemple, de l'hélium, c'est-à-dire la désintégration alpha. Mais le noyau fils est encore radioactif. Il n'est pas stable. Donc, c'est le deuxième noyau, qui est le noyau fils, lorsqu'il est instable, ou bien lorsqu'il est encore radioactif, le même doit être encore se désintègre. Donc, il se désintègre encore.
Donc, pour donner un troisième noyau. Si le troisième noyau encore est encore radioactif, il doit se transformer encore à un quatrième noyau, etc. Donc, la somme des noyaux est appelée la famille radioactive. Deux noyaux pairs jusqu'à le dernier noyau qui doit être stable. Donc, ça, c'est la famille radioactive. Exemple, l'uranium 238 se transforme en plomb 206, mais après un nombre de désintégrations alpha, émission alpha, et nombre de désintégrations bêta moins, c'est-à-dire l'émission de l'électron au 0-1. L'équation de cette famille radioactive sécrète l'uranium 238 dans le plomb 206 avec l'émission, ou bien après l'émission de 8 hélium et 6 électrons. Donc, si on a le nombre des émissions alpha, donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et 8 hélium. Donc, 8 désintégrations hélium. Le premier, l'uranium 238 se transforme en thorium 234. Le deuxième, l'uranium 234 se transforme en thorium 230, puis le thorium 230 se transforme en radium 226, etc. Mais il y a encore 6 transformations bêta moins. Le thorium 234 se transforme en Pa 234, puis Pa se transforme en uranium 234, etc. Donc on a la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6 E0-1. La décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive. Considérons à un instant t égal à 0 un nombre n0 de noyaux radioactifs, donc n0, donc un nombre ou bien un système qui contient un nombre ou bien un échantillon radioactif contient un nombre n0 de noyaux radioactifs. Puisque les noyaux radioactifs se désintègrent d'une façon spontanée aux d'autres noyaux, c'est-à-dire le nombre de noyaux après une durée de temps va diminuer. Donc après un temps t, on va voir que le nombre de noyaux qui sont en rouge, qui sont des noyaux qui restent, n, le nombre de noyaux qui restent à l'instant t, mais un nombre encore des noyaux se transforme à un autre noyau qui sont en vert. Donc, la somme des deux égale toujours N0. Donc, N0 égale N, le nombre de noyaux qui restent, plus le nombre de noyaux désintégrés qui sont en vert dans cet exemple. Le nombre de noyaux radioactifs N qui restent à l'instant T se met à la loi de décroissance. C'est-à-dire la relation entre N et N0 s'écrit avec cette loi n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t, avec lambda et la constante radioactive et s'exprimer en seconde moins 1, ou est appelée encore la constante de désintégration qui ne dépend que de la nature du noyau radioactif, c'est-à-dire lambda, malgré que lambda est une constante, mais elle varie d'un noyau à un autre, ou bien d'un nucléide à un autre nucléide. Donc, elle dépend de la nature du noyau radioactif. On peut écrire la loi de décroissance radioactive pour d'autres grandeurs physiques, comme la masse, de la même manière. Donc, on peut écrire encore m de t égale à m0 exponentielle moins lambda t, avec M0 représente la masse de l'échantillon à l'instant t égale à 0, donc la masse de l'échantillon radioactif à la masse t égale à 0, ou bien à l'instant t égale à 0. M représente, ou bien c'est la masse de l'échantillon radioactif qui reste à l'instant t, avec M, la masse égale le nombre de noyaux qui restent sur le nombre d'Avogadro, Na, ou bien la constante d'Avogadro, fois Ma. M0 égale à N0 sur Na fois M. Donc, d'après cette relation, ou bien, si on remplace N par la masse fois Na sur M,
et N0 par M0 fois Na sur M, d'après la première relation, on trouve cette deuxième relation qui est M égale à M0 exposé moins lambda T. Et d'une façon similaire, on peut encore écrire la loi de décroissance radioactive pour d'autres grandeurs. Par exemple, pour la concentration, on peut écrire que C à l'instant T, la concentration C à l'instant T égale à C0 exposé moins lambda T. Pour le volume, par exemple, V à l'instant T égale à V0 exponentielle moins lambda T. Donc ça, c'est d'une façon similaire. La constante du temps. On définit la constante du temps tau par l'expression. Donc tau égale à 1 sur lambda. Donc c'est l'inverse de lambda. Avec tau et caractéristique de la désintégration, tau en secondes, donc la constante du temps en secondes. Mais on peut encore définir tau ou bien déterminer tau par d'autres méthodes, parmi lesquelles la méthode graphique. Donc on détermine la constante du temps tau par deux méthodes graphiques. Ça, graphiquement. La première méthode, tau est le point d'intersection de la tangente de la courbe à l'instant t0, t égale à 0, avec l'axe des abscesses. Donc c'est le point d'intersection de la tangente de la courbe à l'instant t égale à 0 avec l'axe des abscesses. Il faut d'abord, premièrement, tracer la courbe de nombre de noyaux qui restent au cours du temps pour avoir comment on détermine tau graphiquement. Donc, représentation graphique. Le nombre n en fonction du t, n0, la loi n égale à n0 exponentielle moins lambda t est représentée par cette fonction. Donc cette courbe. N égale à n0 exponentielle moins lambda t. À l'instant t égale à 0. N à l'instant t égale à 0 égale à n0. Donc on va voir ici n0. Puis on trace la tangente de cette courbe à l'instant t égale à 0. Le point d'intersection, donc ça c'est la tangente de la courbe à l'instant t égale à 0. Le point d'intersection de la tangente à l'instant t égale à 0 avec l'axe des abscesses représente tau. Donc ça, tau. Donc on définit ou bien on détermine tau graphiquement dans le cas de l'existence de la tangente par cette méthode. Donc le point d'intersection de la tangente avec l'axe des abscesses représente tau. D'autres méthodes. La deuxième méthode, tau représente l'abscisse du point d'ordonnée n égale à 0, 37, n0. N à l'instant t égale à tau, égale à n0 exponentielle moins lambda t. Donc on veut déterminer tau, on remplace l'instant t par tau d'après la loi de la décroissance radioactive, et lambda fois tau d'après la relation égale à 1, c'est-à-dire que n0 faut exponentielle moins 1, exponentielle moins 1 égale 0,37. Donc, cette n à l'instant t égale à tau égale à 0,37 n0. Dans le cas où il n'y a pas la tangente, on calcule la valeur de 0,37 fois n0. Donc, la valeur de n0 est définie par la courbe. On la multiplie par 0,37 pour avoir une valeur 0,37 fois n0. Cette valeur représente l'ordonnée d'un point de la courbe d'abscesse égale à tau. Donc l'ordonnée, on détermine l'abscisse de ce point d'ordonnée 0,37. Son abscisse représente la valeur de tau. La demi-vie, T1,5 d'un échantillon radioactif. Le temps de demi-vie, T1,5 d'un échantillon radioactif est la durée au bout de laquelle la moitié du nombre de noyaux radioactifs initiaux sont désintégrés. Donc ça c'est la définition de le temps de demi-vie. C'est la durée au bout de laquelle la moitié du nombre de noyaux radioactifs initial se désintègre. Donc lorsque la moitié se désintègre, elle reste encore la moitié.
Donc, T égale à T1 demi, le nombre de noyaux radioactifs restants égale à la moitié. La désintégration de la moitié, elle reste la moitié. Donc, N, le nombre restant à l'instant T égale à 1 demi, égale à la moitié N0 sur 2. Si on remplace, d'après la loi de la décroissance radioactive, N à l'instant T1 demi égale à N0 sur 2 égale, donc on remplace T par T1 demi, N0 expansé moins lambda fois T1 demi. Et après, on simplifie par N0 pour avoir 1 sur 2 égale à exponentielle moins lambda T1 demi. Puis, comment on enlève l'exponentielle? On introduit la fonction réciproque de l'exponentielle qui est le log népérien. Le log népérien de 1 sur 2 égale moins ln de 2. Ça, c'est une propriété de la fonction ln népérien. Égale, donc, lorsqu'on introduit ln avec l'exponentielle, on simplifie par les deux pour avoir la fonction qui est à l'intérieur de l'exponentielle, qui est moins lambda t1 demi. Donc, moins ln 2 égale à moins lambda t1 demi. Donc, d'après cette relation, on détermine t1 demi qui est ln de 2 sur lambda. Si on remplace encore 1 sur lambda par tau, et donc t1 demi égale à tau fois ln de 2. t1 demi égale ln 2 sur lambda égale à tau fois ln de 2. Graphiquement encore, on peut déterminer t1 demi, donc n à l'instant t égale à 0. Donc la même courbe, la valeur de n0 qui est le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t égale à 0. On la divise par la moitié, par 2, donc 0,5 fois n0. Le point d'ordonnée 0,5 n0 donne un point d'abscisse t1 demi. Donc ça, la méthode graphique pour déterminer t1 demi. Donc, quatrièmement, l'activité d'une source radioactive A. L'activité A mesure le nombre de moyennes de désintégration par unité de temps. Donc, on peut déterminer l'activité d'une source radioactive par trois méthodes. La première, la définition. L'activité A c'est le nombre moyen de désintégration par unité de temps. L'activité est exprimée en becquerel, BQ. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Donc, un becquerel représente une désintégration par seconde. Ainsi, donc, A de T égale à moins D de N sur dt, moins D de N0 expansé moins lambda T. Donc, ça, c'est la définition. L'activité représente moins D de N sur dt, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par unité de temps. Si on remplace N par N0 exponentielle moins lambda T, et on cherche la dérivée de cette expression, donc on trouve que A de T, la dérivée de N0 exponentielle moins lambda T égale à N0 est une constante, donc elle reste à l'extérieur de la dérivée. La dérivée de exponentielle, une fonction, c'est la dérivée de la fonction qui existe à l'intérieur de l'exponentielle fois l'exponentielle de cette fonction elle-même. Donc, la dérivée de moins lambda t est égale à moins lambda fois l'exponentielle de moins lambda t. Moins avec moins, donc on simplifie par moins, donc pour avoir, donc ou bien il donne plus lambda n0 exponentielle moins lambda t. Donc A égale à lambda 0, ou bien, donc, puisque n0 exponentielle moins lambda t, c'est n égale à n0 exponentielle moins lambda t, donc on va voir que A égale à lambda fois n. Donc ça, c'est la deuxième relation, A égale à lambda n. Et d'une façon similaire, on pose que A égale à A0, ou bien A0 à l'instant t égale à 0, égale à lambda fois n0. Donc, A égale à A0 exponentielle moins lambda t, d'après la relation précédente. Donc, trois méthodes pour déterminer l'activité. On peut utiliser la définition, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par unité de temps, par seconde. La deuxième relation est A égale à lambda fois n, et dans ce cas, il faut que lambda
se calcule ou bien se mesure en secondes moins 1. Et ça, c'est très très important. Pour avoir le becquerel, il faut que lambda est exprimé en secondes moins 1. N est un nombre sans unité. La troisième méthode est A égale à A0 exponentielle moins lambda t. Ça, c'est dans le cas où on a A et on a A0. Donc, on peut, ou bien lambda et t, on peut mesurer A par cette relation. Et dernièrement, la datation par la radioactivité. Pour savoir quand un événement s'est produit, on utilise la radioactivité. Donc, c'est quoi la datation? La datation, c'est on veut savoir un événement est produit à un temps quelconque. Donc, comment on peut déterminer cet instant? Premièrement, on mesure l'activité par le compteur de Geiger. Donc ça, c'est le compteur Geiger. C'est l'appareil utilisé pour mesurer l'activité à un instant quelconque. Donc, utilisant cette relation A égale à A0 exponentielle moins lambda t, on peut encore utiliser N égale à N0 exponentielle moins lambda t, ou bien M égale à M0 exponentielle moins lambda t. Donc, c'est la même. On peut utiliser n'importe quelle relation de la loi de décroissance radioactive pour déterminer l'instant t. Comment on détermine t? Premièrement, on divise par A0, donc pour avoir A sur A0 exponentielle moins lambda t. Pour enlever exponentielle, on introduit le log népérien, ln de A sur A0 égale à moins lambda t parce que ln exponentielle est simplifié pour avoir moins lambda t. Et dernièrement, donc t égale à 1 sur lambda. Donc, le signe est moins, on inverse seulement A sur A0 pour avoir A0 sur A. Ou bien, si on remplace 1 sur lambda par T1 sur ln2, la relation de T1 on trouve que T égale à T1 sur ln2 A0 sur A. Donc ça, c'est la méthode de la datation, comment on détermine, comment on détermine le temps au bout de laquelle un événement est produit. Et dernièrement, merci pour votre attention.